Pour voir s'illuminer ce lustre-là, il faut se promener non loin de la Garonne, à 2 pas de Bordeaux, et s'en aller rencontrer, de retour de son exposition à Londres, l'un des derniers grands orfèvres français, Roland d'Araspe, couvert de prix et de distinctions. Mais comment faire autrement quand on est né comme lui à Versailles et que surtout on a su ne pas y rester? Le départ, c'est une feuille d'argent. Et le travail se fait à froid, au marteau, et il faut taper, beaucoup. On tape, ça se fait au marteau, c'est sur les bigornes, sur les différents outils. Et ensuite, bon, une fois que j'ai ma matière, bon, après, à moi d'attaquer en partant d'un dessin et puis d'une forme. Je dessine toujours des profils. Par exemple, là, j'ai une cafetière qui est dessinée et cette pièce-là va être cette carafe va être en... Il y aura une partie, il y aura 2 parties, 3 parties et puis 4 parties pour l'anse. Et à chaque fois, on part de feuilles. Le problème, c'est quand je fais une nouvelle pièce, quand je dessine une nouvelle pièce, le challenge, c'est savoir comment je vais m'y prendre pour la réaliser. Parce que bon, on peut s'y prendre de plusieurs manières, mais il y a la bonne et la mauvaise. Il y a la plus rapide et la moins rapide. Le métal, c'est dur, c'est froid, mais je tâche de le rendre harmonieux et puis sensuel au toucher, agréable à l'œil. C'est un peu ma vision du travail. Roland d'Araspe, vous nous recevez chez vous. Ne me dites pas que ces vignobles sont à vous. Ben, j'ai une toute petite vigne qui fait 15 rangs sur 300 mètres de long. Ça fait 87 arts que je donne en fermage et je suis rémunéré en vin. Alors on dit qu'il y a un style d'Araspe. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à définir mon style. C'est-à-dire que moi, quand je fais une pièce, c'est ma recherche personnelle, mon instinct et qui me fait dessiner. Bon, je cherche surtout des pièces simples. Des pièces simples qui soient harmonieuses, qui soient bien équilibrées, qui soient sensuelles au toucher aussi. Même si l'on sait bien que l'on n'approchera jamais la création, on peut déjà essayer de suivre la technique. Vu le dessin de la pièce, là, je vais d'abord recuire ma pièce, c'est-à-dire que là, le métal est dur, une fois martelé. Parce qu'à chaque passe, quand on fait une étreinte, là, il y a plusieurs opérations. Il y a une passe comme ça, une passe comme ça. Le métal diminue à chaque fois. Le diamètre se resserre. Là, par exemple, j'ai réalisé ce gobelet qui est avec une petite inclusion d'or. Et voici le même, là, que je suis en train de travailler, que j'ai rempli de cire. Et cette cire va me permettre de faire tout cet aspect de surface. Si je prends un truc qui est creux comme ça, si je vais taper, il va devenir plat, il va devenir ovale. Tandis que la cire, elle me sert de tas, elle est dure à l'intérieur. Et je vais pouvoir marteler. Là, je vais faire je vais faire la ciselure de cette petite pièce. Et alors là, c'est des milliers de coups de marteau, des tout petits coups de marteau. Déjà, il y a eu pas mal de coups de marteau pour réaliser ça. Mais ensuite, la cire me tient ma pièce et me permet de faire un aspect de surface. Vous pensez à quoi pendant que vous donnez des coups de marteau? Je sais pas, je pense à des tas de trucs, mais là, on est vachement libre quand on fait ce genre de trucs. On n'a pas besoin de réfléchir à grand chose. On fait son boulot, on tape, et puis on se dit, ben oui, c'est bien, ça me plaît, c'est comme ça, je continue pas. Mais on n'est pas obligé de penser à ce qu'on fait. Hein, c'est assez mécanique quand même comme travail. Parce que là, ça va durer, je sais pas, peut-être 4 heures, 5 heures, peut-être un peu plus. Mais des fois, on en a marre aussi. Hein, c'est de faire toujours le même geste. Là, je vais faire la brasure, c'est-à-dire je vais assembler ces 2 pièces par de la brasure, c'est-à-dire c'est un métal qui va fondre un peu, qui va assembler les 2 pièces, qui va faire un super collage, quoi. Mais bon, c'est vraiment une brasure, ça fond à 850 degrés et hop là. Et ça va permettre de l'assemblage. Les 2 pièces, une fois assemblées, vont être parfaitement solidaires, quoi. Bah ça, la brasure, je l'ai appris à force d'en faire, quoi. Au départ, je brasais surtout des petites pièces et maintenant, là, c'est pas une grosse pièce, mais dans mon travail, je suis amené à faire des brasures plus importantes quand même. Avoir un style, c'est de l'or, mais le style d'Araspe, justement, ne se transmet pas comme ça. Et je peux pas dire à un élève, bon, ben, tu continues, c'est très difficile à expliquer ce qu'on veut. De faire tout de A à Z, c'est beaucoup plus simple quand même. Pour moi, quoi, C'est-à-dire que vous supporteriez pas l'inverse, plus exactement. Ah non. Non, pas du tout, non.
Moi, je travaille seul généralement. Hein. De toute façon, moi, j'ai eu Wilfried que j'ai formé pendant 3 ans. J'ai eu différentes stagiaires qui sont venus à l'atelier. Mais bon, c'est un sport solitaire, quoi. Et c'est des métiers, des tours de main qui sont longs à apprendre. De toute façon, il faut travailler énormément, quoi. C'est un tour de main, comment on va souder une pièce, comment on va la braser. C'est l'œil qui va définir tout ça. On ne peut pas dire, tiens, à tel moment, il n'y a pas de règle. On ne peut pas écrire tout ça. C'est impossible. Il faut expliquer, quoi. Moi, j'ai fait des études d'art appliqué avant et je voulais pas finir derrière un ordinateur, quoi. Donc, j'ai arrêté mes études après un bac+4 et j'ai décidé d'aller dans la matière, quoi. Et après plusieurs mois de recherche, j'ai rencontré Roland. Je sortais d'une école à Paris qu'il connaissait et il m'a invité à devenir son élève pendant 3 ans, donc dans son atelier. Il m'a appris l'amour de la matière, une façon assez particulière aussi d'aborder le métal et de façon autonome, avec d'oser en fait, d'oser vraiment essayer des choses en se détachant de la technique même traditionnelle, quoi. Il y a peu de jeunes qui veulent reprendre cette discipline parce que déjà il y a une implication du corps qui est assez importante. Au début, quand je suis arrivé dans l'atelier, j'ai été assez étonné quand même des tendinites. Ça impliquait vraiment tout le corps, quoi. Il y a ça, et il y a aussi, comme Roland en parlait, il y a une notion de pécuniaire. C'est pas facile de faire rentrer au début de la trésorerie ou de l'argent parce que la clientèle, elle est pas là, quoi. Quand on n'est pas très connu. Donc il faut du temps, il faut de la passion. Avant tout, il faut de la passion. Le jeune qui se lance dans un métier créatif comme l'orfèvrerie, bon, c'est une passion. C'est une passion au départ, mais bon, le but c'est quand même de vivre de son art, hein, mais c'est pas évident du tout. Hein. Moi, j'ai mis longtemps à gagner correctement ma vie. Au départ, je travaillais énormément, plus de 70 heures par semaine. Je gagnais même pas le SMIC peut-être. Hein, et heureusement que ma femme avait un métier stable qui assurait les fins de mois. Mais il faut peut-être avoir la chance d'avoir un style, d'être reconnu. Bon. Mais si j'ai toujours fait des pièces différentes, toujours créer, rechercher des nouvelles pièces et je pense que c'est indispensable. Quand on est un créateur, de toute façon, on fait toujours des nouvelles pièces. C'est pas, ça m'intéresse pas de refaire toujours la même pièce, toujours le même objet. C'est pourquoi il a répondu avec enthousiasme à la proposition d'un architecte qui ne voulait rien de moins qu'un lustre, mais façon d'Arras. C'est une des premières fois que je réalisais un lustre comme ça. Bon, j'avais jamais fait ça, mais comme je suis curieux dans le métal, de toute façon, ça me passionnait, quoi, de réaliser ça. Il y a toujours des choses à découvrir de toute façon, parce que moi ça fait 30 ans que je travaille, mais bon, il y a toujours... C'est infini la création. Moi je fais ce que je connais actuellement, mais je sais qu'il y a des choses que je maîtrise pas complètement non plus. Hein, parce qu'il y a beaucoup de techniques qui viennent qui se rajoutent dans l'orfèvrerie, et bon, pour tout connaître... il faut énormément travailler, mais j'ai énormément appris en faisant des choses différentes. Mais quand je l'ai créé, c'était par rapport... on l'avait pendu dans l'atelier, puis par rapport au sol, je voyais où ça allait, qu'il fallait que un bras occupe un certain espace dans ce diamètre. Vous avez plutôt travaillé au pifomètre un peu? Ah oui, au pif, oui. Oui. Le pifomètre, alias l'inspiration, ne se trouve pas sous les pas d'un cheval, comme chacun sait, mais dans les vignes non plus. Non, l'inspiration, c'est beaucoup de travail. Et mon inspiration, bon, ça peut venir d'une fleur ou d'une chose comme ça, d'un truc de nature. Mais c'est pas tellement végétal ce que je fais. Moi, je dessine beaucoup et tant que la forme me plaît, je la réalise ensuite. Mais je dessine surtout dans mon lit. Le soir ou le matin quand je dors pas. Et là, on peut pas vous filmer dans votre lit? Non, dans le lit, ça sera un autre jour. Pas dans son lit, mais sur Internet, oui. J'ai eu une commande une fois, par un couvent de sœurs cloîtrées qui m'ont commandé un ostensoir pour les 100 ans de la mère supérieure. Alors j'ai commencé à faire des dessins. Et ensuite, on est parti sur une forme et j'ai réalisé cette forme et j'ai envoyé systématiquement toutes les photos d'évolution du travail par Internet. Et il y avait la partie centrale de la lunule que j'avais prévue en
en vermeil, c'est-à-dire argent plaqué or. Et elles m'ont dit, mais si on fait ça en or massif, quel est le poids? Qu'est-ce qu'il faudrait comme poids exactement? Et j'ai calculé, j'ai dit, il faudrait 260 grammes à peu près d'or. Et alors c'était étonnant parce qu'ils avaient hérité de Napoléon, il y avait 26 Napoléons et ça représentait le poids d'or. Et elle me dit, c'est la voix du Seigneur. Et elle m'a envoyé tous ces Napoléons cousus dans un petit torchon, emballés les unes dans les autres. Et j'ai reçu ça, j'ai fondu et puis j'ai transformé tout ça, quoi. Ouais, c'est superbe hein, comme aventure. Hein. Autre aventure superbe, l'exposition de ses œuvres à Londres. Elles sont maintenant ici, dans son coffre. Il va l'ouvrir pour nous. Tu as combien de pièces à Londres? J'avais 5 pièces, dont celle-ci. C'est un bol à punch avec la louche, en argent massif et bois d'amorette. Et c'est une pièce que j'adore. Depuis que j'ai été inondé, j'ai construit sur pilotis. Alors voilà ce que ça donne, quoi. C'est un peu surélevé. Alors là, un bol à facettes avec des incrustations en or et une paire de flambeaux. Mes enfants, ils ont poussé dans l'atelier. Moi, quand ils étaient petits, je les gardais, je les coinçais près de l'étau, je les faisais marteler. Ils ont appris énormément. Pendant l'été, Bruno et Jean faisaient pas mal de bijoux pour se faire de l'argent de poche. Et ils tapaient dans mes chutes. Mais c'est sûr qu'en voyant un atelier, ça donne des idées. Puis ça permet de voir comment on s'y prend aussi. Ça forme énormément. Je connais quelqu'un qui porte peut-être les bijoux de Bruno, moi peut-être, non? Ma femme en porte, oui, tout à fait, oui. On va aller la voir. Voilà une paire de boucles d'oreilles que j'avais quand même en partie dessinée parce que je voulais que ça fasse vraiment la goutte d'eau. Voilà. En quelque sorte, ce sont mes larmes, si vous voulez. Voilà, et vous voulez voir le bracelet peut-être? On retrouve un peu le martelage familial, hérité du papa et maîtrisé par le fils. Les gens confondent souvent, quand je leur dis je suis orfèvre, ils pensent aux bijoux, mais c'est pas du tout du bijou, c'est surtout des objets utilitaires, l'art de la table. Je vais faire des nouvelles pièces qui sont toujours autour de la pièce d'orfèvrerie, le bougeoir, la théière, la cafetière, mais revues à ma manière. Et je peux pas faire des pièces qui ont été faites au 18e, mais c'est pas du tout mon truc. Moi, je saurais pas les faire. Il y a une maîtrise énorme sur ces pièces-là. Et moi, je vais m'adapter surtout à notre époque. Et l'avenir, vous le voyez comment? En rose. Dommage que la nature ne l'inspire pas. On aurait pu avoir une jolie rose en argent, qui sait?